Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos concernant la bioéthique. Et je voudrais aborder dans cette vidéo la question de la manipulation génétique sur les plantes. Toutes ces vidéos sont faites à l'école d'Aristote, donc de la philosophie réaliste, mais aussi à la lumière de saint Thomas d'Aquin, qui avait un regard de sagesse sur ces questions-là, même si, à son époque, ces questions précises n'existaient pas. Eh bien, en réalité, lorsqu'on se penche sur la question des OGM concernant les plantes, la sagesse philosophique, la question du sens de la vie de l'homme profonde, d'où est-ce que je viens, qui suis-je, où est-ce que je vais, elle intervient peu. En réalité, quelle que soit la philosophie à cet égard des hommes, qu'ils soient athées, matérialistes, donc que l'homme provienne de l'évolution pure, de la matière qui a donné son existence par hasard, ou alors qu'ils soient déistes ou religieux, donc qu'ils croient que quelqu'un l'a pensé, eh bien, la réponse est à peu près la même. Il est évident que les manipulations génétiques sur les plantes ne peuvent être légitimes en éthique que si elles sont au service de la vie de l'homme pour qu'il puisse vivre et vivre mieux. Quand je dis vivre, ça concerne sa nutrition. Donc ce seront les premiers sujets qui seront concernés par cette recherche, les plantes alimentaires. Et d'autre part, vivre mieux. Ce sera le deuxième sujet de cette recherche. Et là, il y a de nombreux sujets, comme par exemple les plantes décoratives. C'est évidemment secondaire comme sujet, mais ça se pose. Et puis, concernant le vivre et le vivre mieux, il y a tout l'aspect des plantes médicinales. Donc, est-ce que les OGM, donc la manipulation génétique, peut être utile pour ces trois finalités? Alors, avant d'aborder les trois thèmes que je viens d'indiquer, il faut véritablement poser le problème exact qui est spécifique par rapport aux plantes. À la différence des animaux, des unicellulaires que la vidéo précédente a traité, il y a dans les OGM concernant les plantes un danger de dissémination réel, mais qui est tout de même moins évident que lorsqu'on touche à des unicellulaires. Un unicellulaire, un microbe qui serait mutant, qui serait négatif pour l'homme et qui serait perdu dans la nature, on ne pourra jamais le rattraper. Une plante, c'est parfois pareil. Par exemple, dans les années 2000, lorsque des maïs transgéniques étaient testés en plein champ, en France en particulier, eh bien, certains partis écologistes qui mettent le principe de précaution en avant de manière parfois excessive, au point que le moindre risque provoque chez eux une réaction de fauchage. Eh bien, ils s'étaient attaqués à ces champs en disant « il peut y avoir du pollen de ces plantes qui pourtant s'autofécondent normalement, mais il peut y avoir tout de même dissémination, et donc si un gène se révèle dangereux et qu'il est cultivé comme ça en plein champ, il sera non rattrapable. » Alors parfois, ils allaient trop loin dans la dénonciation des risques. Il n'empêche qu'ils avaient une véritable utilité, parce qu'ils n'avaient pas entièrement faux. Il y a des pollens qui véritablement se répandent, comme par exemple la moutarde. C'est un pollen qui va féconder des plantes à côté. Résultat, dans ce domaine, comme dans celui des microbes, je dirais que ce que va regarder la bioéthique qui est au service de l'homme, c'est une morale qui met la biologie au service de l'homme. C'est la balance entre les bénéfices et les risques. Donc il y a à la fois un regard sur les potentiels risques, donc une nécessaire précaution, et d'autre part, un regard sur les espoirs que donne ce genre de manipulation. L'existence de risques provoque des précautions importantes, comme par exemple, si possible, faire des essais d'abord en laboratoire clos, dont rien ne peut sortir. Un laboratoire qui, par exemple, aspire l'air de l'extérieur à l'intérieur, et l'air qui sort, eh bien, il est filtré, pour qu'aucun grain de pollen ne puisse sortir. Évidemment, lorsqu'il s'agit
de manipulation génétique portant sur des choses véritablement secondaires, qu'il ne s'agit pas de traiter des maladies, on peut dire que les précautions peuvent être moins fortes. Par contre, s'il s'agit d'expériences pour modifier directement le gène de maladies touchant les plantes, eh bien là, il y a un risque que, par exemple, au lieu de produire une maladie moins virulente, on produise par erreur une maladie plus virulente. Donc, toujours pareil, une réflexion doit être posée à chaque fois qu'il y a une expérience, et ça, c'est l'apport des partis écologistes. Seulement, les partis écologistes ont eu tendance à tellement insister sur la colonne du négatif que les espoirs, les découvertes potentielles étaient complètement mises de côté. À la rigueur, en appliquant le principe de précaution que la France a voté dans sa constitution, dans les années, mettons, 1800, eh bien, aucune science n'aurait été inventée. Et en particulier, par exemple, certainement pas l'aviation, vu le nombre de victimes des premiers accidents d'avion. Mais je dirais même que le train lui-même n'aurait peut-être pas été inventé, parce qu'il y a eu des déraillements, avant qu'on comprenne comment sécuriser peu à peu les wagons eux-mêmes, qui écrasaient leurs passagers au début de l'invention de ce moyen de transport. Alors l'objection qui est posée par rapport à ce principe de précaution par les partis écologistes, elle consiste à dire: pourquoi utiliser la technique du génie génétique, donc pourquoi prendre des gènes d'une plante, ou d'un animal, ou d'un microbe, et le forcer à entrer dans le génome d'une autre plante, alors qu'il suffit de pratiquer une sélection artificielle. C'est ce qu'ont fait nos ancêtres. Par exemple, ils constataient qu'une céréale sauvage particulière produisait des petits grains qui contenaient de la nourriture, et ils en mangeaient. Peu à peu, tout naturellement, ils ont gardé les grains les plus gros, qui étaient parmi les plantes qu'ils avaient récoltées. Et c'est cela qu'ils semaient. Si bien qu'au bout du compte est apparu l'orge cultivée, le blé cultivé, etc. Eh bien, en fait, les OGM permettent de gagner un temps fou, tout simplement. Ce qui s'est passé au néolithique, en plusieurs centaines de générations, il suffit de regarder dans les couches archéologiques, a provoqué de véritables malheurs sur l'humanité. Lorsque se met en place l'agriculture et l'élevage, eh bien, on constate que la moyenne de la taille des êtres humains diminue par rapport au paléolithique, les chasseurs-cueilleurs, quand il y avait encore beaucoup de gibier. Quand le gibier se fait plus rare et qu'il faut bien cultiver, les gens n'y connaissent rien. Ils font donc des manipulations, du tri de leurs semences, de leurs animaux, et ça prend des siècles. Si bien que des famines arrivent et peuvent tuer tout le monde d'un coup. Et certainement, en tout cas, fait que la taille des gens, puisqu'il y a des manques de nourriture dans l'enfance, s'en ressent, ainsi que l'espérance de vie. Le néolithique, c'est la période la plus difficile de l'humanité. À tout point de vue, ça se voit très nettement. Et bien pour éviter cela, pour aller beaucoup plus vite lorsqu'on cherche à mettre une plante au service de l'homme, il semble que les techniques du génie génétique sont intéressantes. Elles aboutissent au même résultat, mais infiniment plus rapidement. Évidemment, on n'en est qu'au début, parce qu'on ne connaît pas encore comment fonctionne cet ADN gigantesque qui est au cœur de chaque plante. Il n'empêche qu'en tâtonnant, on arrive à faire des choses. Et on ne pourra progresser dans la maîtrise de ces techniques pour ne plus faire aucune bêtise qu'en faisant de la recherche. Donc l'idée même que, sous prétexte d'une précaution, qui est pourtant nécessaire, toutes les recherches devraient être arrêtées, ce n'est une décision, je dirais presque imposée, qu'en France, qui est un pays qui en ce moment a très peur de son avenir, est très négatif, très pessimiste. Mais dans les autres pays, évidemment, quelquefois on manque de partis écologistes, si bien que n'importe quoi est fait. Et donc là, véritablement, s'il y avait une catastrophe, comme le fait de répandre une épidémie sur des plantes particulières qui détruiraient, venant d'un laboratoire, on peut dire que la recherche tout entière en prendrait un coup. Donc les partis écologistes, même s'ils sont excessifs, ont une utilité. Ils sont comme l'aiguillon qui pousse les scientifiques, les politiques, à imposer
certaines précautions nécessaires. Alors, ceci étant posé, il faut maintenant traiter des divers sujets que j'ai indiqués. Et le premier, celui qui est fondamental, qui concerne le secteur primaire, donc le fondement même de toute vie humaine, ce sont les manipulations génétiques possibles sur les plantes agricoles. Ça veut dire pour la nutrition de l'homme. On peut dire que même dans ce domaine-là, je dirais, la prudence vient en forgeant. De même que le forgeron apprend son métier en forgeant, eh bien la prudence vient en forgeant. Par rapport à ce domaine, beaucoup de sujets se sont posés. Le premier d'entre eux, le fléau qui a détruit véritablement des communautés entières du néolithique, ce sont les maladies des plantes. Donc ça peut être des bactéries, ça peut être des insectes ravageurs, bref, toutes sortes de choses, ça peut être aussi des champignons, qui viennent détruire les cultures. Eh bien, forcément, le génie génétique, les laboratoires se sont penchés sur cette question des maladies et ont essayé d'élaborer des scénarios pour lutter contre. On pense par exemple aux scénarios du laboratoire Monsanto, qui ont été les plus performants et aussi les plus contestés. Voilà en quoi ils consistaient. Si on veut un maïs qui ne soit plus atteint par un ravageur, eh bien c'est simple. On invente un désherbant, par exemple, total, qui détruit tout, ou un insecticide total qui détruit tout. Mais on met dans le maïs un gène qui résiste à ce désherbant. Si bien que lorsque le champ est planté, ou même au moment où la graine est plantée, on l'entoure de ce désherbant, qui fait que quand elle pousse, elle intègre à l'intérieur d'elle-même, soit chimiquement, soit mieux, par un gène qui produit la toxine nécessaire, elle intègre cette capacité de résister. Ensuite, on traite le champ avec le désherbant total ou le pesticide total, tout meurt sauf le maïs. Et voilà l'idée. Si les laboratoires Monsanto ont été contestés, c'est parce que, évidemment, il s'agit d'un laboratoire à but lucratif. Et donc les semences qui étaient modifiées génétiquement ne pouvaient être produites que par Monsanto. Et donc on s'arrangeait pour que soit le maïs en question, ses propres semences, soient stériles, soit pour qu'il y ait des tests et que si des paysans étaient pris en ayant voulu retenter de semer des maïs récoltés, eh bien ils aient des graves condamnations. L'idée de Monsanto paraissait judicieuse. Les ingénieurs agronomes, véritablement, avaient posé le problème. Eh bien, elle se révéla non efficace à long terme. Efficace en partie, mais non efficace à long terme pour la raison suivante. La vie, elle est bien plus ancienne que l'homme, et l'homme ne maîtrise pas ce que c'est que l'ADN et sa richesse, sa complexité. Si bien que, quand je dis qu'un produit sanitaire détruisait tout, eh bien je répondrais, il détruisait tout, sauf quelques individus qui, ayant muté naturellement de l'intérieur, d'une façon ou d'une autre qu'on ne connaît pas, résistaient. Ça se passait non seulement pour des insectes ravageurs, mais aussi pour des bactéries, pour des virus. Et résultat, au bout d'un certain temps, seules les souches résistantes, aux produits qui soi-disant étaient un exterminateur total, avaient survécu. Si bien que quelques années plus tard, revenait la maladie, mais sous une forme beaucoup plus résistante. Si bien que la recherche en question avait produit plus de dégâts à long terme que de réussite. Si bien que dans ce domaine, où c'est une lutte perpétuelle de la nature entre l'épée et le bouclier, un petit peu comme l'homme, plutôt que de monter en tension et d'avoir des produits de plus en plus performants qui tuent ce qui nous déplaît dans les vivants nuisibles, eh bien, des agriculteurs, ayant une pensée plus en rapport avec la nature, se sont dit qu'il valait mieux contrôler les maladies que les détruire. Et donc trouver des moyens, je dirais, durables. Comme par exemple, si un papillon particulier ravage telle plante particulière, eh bien installer l'insecte qui s'attaque à ce papillon, qui certes ne va pas le détruire complètement, mais qui va limiter son nombre, si bien qu'on perdra peut-être 5% de la récolte,
mais ça sera durable. Alors évidemment, face à cette expérience qui a manifesté ses limites, les partis écologistes qui sont à 100% contre toute expérimentation de manipulation génétique ont montré que rien n'aboutirait. Eh bien, ils exagèrent. Il n'y a pas que ce domaine de recherche. Il y a d'autres domaines de recherche. Par exemple, le pommier. On a découvert en Russie l'origine première de tous les pommiers qui sont actuellement dans le monde. Ce sont des arbres qui sont géants d'ailleurs, mais qui visiblement ont été à la source de tout. Donc des hommes ont pris des graines, les ont établies à d'autres endroits, les pommiers ont poussé. Et donc on peut dire par exemple que tous les pommiers européens viennent de quelques graines qui ont été prises dans ce territoire de Russie. Que s'est-il passé du coup? Eh bien, la richesse génétique, en particulier de lutte contre les maladies du pommier originel, elle est immensément plus forte que la richesse génétique des quelques graines qui ont servi à faire les pommiers européens. Si bien que des maladies qui frappent les pommiers européens ne frapperont jamais les pommiers venant de cette région originelle. C'est un peu d'ailleurs ce qui s'est passé aussi pour l'homme. L'homme est originaire d'Afrique, sa génétique au niveau de la protection des maladies est beaucoup plus puissante. Quelques familles ont émigré en Europe, donc il y a déjà moins de richesse génétique. Et puis parmi des familles asiatiques émigrées aussi d'Afrique, quelques-unes sont passées en Amérique, si bien que les Indiens d'Amérique ont, au niveau potentiel génétique de lutte contre les maladies, le plus faible du monde. Résultat, quand les Européens sont arrivés en Amérique, je dirais à l'époque de Christophe Colomb, on a eu une disparition de population par millions à cause des nouvelles maladies venant de l'ancien monde. L'idée, donc, pour reprendre la question du pommier, serait de regarder exactement quels sont les gènes complets du patrimoine génétique qui peut lutter contre les maladies, et tout simplement de les implanter dans les variétés extraordinaires qui ont été développées ensuite dans d'autres régions, de manière à ne pas perdre le travail de l'homme qui a fait sortir les golden, etc., mais à ajouter quelque chose qui était présent originellement dans le pommier. L'idée de fabriquer un pommier qui résiste aux vers, qui résiste aux maladies, et qui en même temps garde les différentes variétés, c'est quelque chose de formidable. Ici, on ne peut pas voir d'opposition. Au contraire, on ne peut voir que des avantages à cela. Est-ce qu'il y a des risques de répandre une maladie terrible du pommier? Je dirais on ne touche pas à ça. On touche plutôt à des parties de l'ADN qui luttent contre les maladies. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le risque est beaucoup moins grand. Donc, on le voit dans ce domaine. S'il y a une réflexion éthique, tout ça est au service de l'homme. Il y a aussi une réflexion technique, sur les techniques elles-mêmes, sur leur efficacité. Le sujet le plus difficile, évidemment, c'est la lutte contre les ravageurs. L'idée de supprimer, si on le pouvait, les quantités de pesticides, de fongicides chimiques qu'on déverse sur les cultures. C'est un but que tout le monde peut souhaiter. On sait très bien que ce n'est pas bon pour la santé, que certainement l'augmentation des cancers chez l'homme, même si on vit beaucoup plus longtemps qu'avant, vient sans doute en partie de toute cette chimie. Seulement, lorsqu'on touche à cela, qu'on implante dans une plante son propre pesticide naturel par une manipulation génétique, eh bien, on peut provoquer des dégâts et donc il faut là être extrêmement prudent. Un domaine, par contre, où la prudence est sans doute beaucoup moins nécessaire, c'est par exemple l'idée de fabriquer des plantes agricoles sobres en eau. Le maïs, pour reprendre l'exemple, a besoin énormément d'eau. Eh bien, si des recherches sont entreprises pour canaliser le gène qui implique cette consommation d'eau, ou alors des gènes secondaires, comme par exemple le fait que certaines feuilles dans certaines plantes vivant dans le désert sont recouvertes d'une cire particulière qui empêche une évapotranspiration trop forte. Si ce gène
peut être apporté à des espèces cultivées de telle manière qu'elles transpirent moins et donc elles ont moins besoin d'eau. Il y a quelque chose de formidable. Alors les écologistes diront, oui, mais vous implantez un gène d'une plante qui par ailleurs est peut-être toxique pour l'homme. Évidemment, des vérifications doivent être faites. On ne peut pas se lancer n'importe comment dans la consommation humaine. Mais s'il se révèle que ce gène est sans danger, qu'il implique juste une cire particulière qui protège les feuilles, eh bien, on sait très bien que ce gène, lorsqu'il est ingéré, il sera sans danger. L'ADN lui-même est sans danger. Notre estomac le digère. Ce qui peut être avec un danger, ce sont les protéines produites par des sections de gènes, des toxines parfois, des choses comme cela. Alors on le voit, ces exemples que je manifeste montrent que l'imagination humaine à ce niveau-là, le jour où ce sera maîtrisé, elle est sans limite, véritablement. Et là, en l'occurrence, au service de l'homme. C'est quelque chose qui peut être extrêmement positif. Si des plantes se développent de mieux en mieux, avec une productivité de plus en plus forte, dans de moins en moins de territoires réservés à l'agriculture, eh bien, même l'écologie s'en trouvera favorisée. Parce que des terres, beaucoup plus difficiles à cultiver, par exemple, pourront être mises à la nature, donc être transformées en parcs naturels, la faune étant réimplantée. C'est d'ailleurs, curieusement, ce qui s'est passé après les années 50 avec les techniques agronomiques nouvelles, les pesticides, etc. Les champs produisant 10, 20 fois plus que ce qu'ils produisaient avant, eh bien les terres cultivables ont besoin d'être moins nombreuses pour nourrir une population pourtant plus nombreuse. Ça, c'est un avantage. Par contre, les techniques des années 50, si on pouvait s'en passer, donc tous ces produits chimiques, ça serait formidable, parce qu'on constate tout de même les effets sur les cours d'eau, les effets sur l'homme éventuellement. Alors, maintenant, un deuxième point qui peut être intéressant dans la recherche sur les plantes, ce sont les plantes médicinales. Alors, évidemment, les écologistes disent avec raison, commençons par protéger les plantes qui existent. Arrêtons par exemple le massacre de la forêt amazonienne, où il y a sans doute peut-être 50% de toutes les espèces qui existent sur Terre et donc des substances chimiques qui pourraient peut-être donner des médicaments. Ils ont absolument raison. Le fléau majeur, au point de vue de la bioéthique, c'est l'homme dans sa convoitise. On parle souvent du réchauffement climatique, mais la Terre, elle a connu des dizaines de réchauffements, refroidissements. C'est la présence de l'homme qui est beaucoup plus ravageuse. Elle est même plus ravageuse que le nucléaire lui-même, dont pourtant les hommes ont très peur. On en a un exemple fabuleux autour de Tchernobyl, l'endroit où la bombe atomique a explosé, enfin plutôt la centrale nucléaire a explosé en Ukraine. C'est donc un territoire interdit à l'homme, parce que c'est contaminé. Du coup, les animaux ne sont pas chassés, et ils reviennent. Au départ, on voit bien, il y a des hirondelles qui ont des couleurs déformées. Et puis, petit à petit, survivent ceux qui sont forts par rapport à cette contamination. Si bien qu'autour de Tchernobyl, même le cheval sauvage de Przewalski, le loup, est revenu. Autour de Tchernobyl, on a une nature luxuriante, comme nulle part ailleurs. Ça prouve bien que même les rayons nucléaires sont moins dangereux que l'homme lorsqu'il se fait chasseur, qu'il exploite la nature, qu'il attaque les espèces vivantes. Donc il est évident que, fondamentalement, le travail de l'écologie consiste à protéger ce qui existe, éviter que des milliers d'espèces disparaissent avant même qu'on les ait découvertes, à cause de la déforestation, etc. Ceci étant dit, il n'empêche que la génétique peut avoir un véritable rôle positif en ce qui concerne les plantes médicaments. Alors, un exemple intéressant qui a été appliqué à un moment donné en Chine, c'est le riz vitaminé. Donc voilà de quoi il s'agit. Dans le peuple chinois, très souvent, surtout dans les années où il y a eu des famines,
où il y a eu beaucoup de misère, le niveau de vie monte actuellement, eh bien, le peuple se nourrissait essentiellement de riz. Le problème du riz, c'est qu'il ne contient pas certaines vitamines nécessaires à la croissance et en particulier au développement de l'œil, de la vision. Si bien qu'on avait des enfants petits de taille et souvent aux yeux malades. Et apparemment, une tentative réussie de mettre dans le riz les gènes pris chez une carotte et qui permettent de développer certaines vitamines nécessaires au développement de l'œil, de la vision. Eh bien, ces gènes ont été développés, si bien qu'un riz de couleur orange a été planté. Et nul ne peut nier que si des enfants reçoivent une dose de vitamines, je ne sais pas si c'était une dose suffisante, ça, je n'ai pas vérifié les études, mais en tout cas, imaginons qu'on y arrive. Eh bien, le fait que les portions de la population qui n'ont pas accès aux aliments variés puissent ainsi se développer sans carence alimentaire, c'est tout de même quelque chose qui est formidable. Seuls des écologistes occidentaux, donc qui n'ont manqué de rien dans leur enfance, peuvent critiquer une telle recherche. De la même façon, si on trouve le gène particulier, mettons, d'une substance médicamenteuse très rare, je pense à une substance issue de l'IF et qui permet de traiter très efficacement certains cancers, mais cet IF particulier est très rare. Si on peut trouver le gène qui produit cette toxine, et si on peut l'implanter dans des cultures plus faciles à faire, comme le blé, donc un blé qui produit un médicament avec cette toxine particulière, un blé qui n'est pas consommé, qui est juste une plante, ordonnée à produire des médicaments. Mais pourquoi pas? Et si on objecte que le blé va répandre son pollen, eh bien on prend une autre plante, une plante qui n'a pas d'émission de pollen. Bref, tout doit être réfléchi, mais il n'est pas question de jeter tout dans l'enfer des expériences impossibles. À ce niveau-là, d'ailleurs, je dirais que dans les pays qui ont moins peur, des expériences sont faites et quelquefois aboutissent véritablement à des choses efficaces pour fabriquer des médicaments de manière industrielle. On peut se servir parfois d'algues, parfois d'unicellulaires, et pourquoi pas de l'agriculture. Alors enfin, toujours pour montrer, ce juste milieu dans le jugement, ici, que tout excès, un enthousiasme absolu ou une prise du principe de précaution tellement forte qu'on ne fait plus rien, est à bannir. Eh bien, c'est le domaine des plantes décoratives. C'est un domaine évidemment beaucoup moins important. Ça ne touche pas au vivre de l'homme, mais ça touche au bien vivre, ça touche à la beauté. Jusqu'ici, les plantes décoratives ont été développées par la sélection artificielle. Ça veut dire que toutes sortes de techniques ont été utilisées, je pense aux tulipes en particulier, où on essayait d'avoir de plus en plus la forme, la couleur qu'on souhaitait. Quelquefois, on mettait soi-même le grain de pollen pour obtenir, si possible, une variété intéressante. C'est quelque chose qui est pratiqué depuis des siècles, et en particulier en Hollande. Il y a même eu un krach boursier parce qu'à un moment donné, c'était le tubercule de tulipe qui valait monnaie. Et puis, les gens ont eu peur, la tulipe n'a plus rien valu, et donc ils ont perdu leur fortune. Si on peut utiliser des techniques de génie génétique, par exemple, pour importer de nouvelles couleurs qui ne sont pas présentes dans certaines espèces, pourquoi pas? Évidemment, de la même façon, tout cela doit être fait en prudence, parce que la génétique n'est pas maîtrisée. On ne sait pas, en retirant tel gène particulier, s'il n'aura pas une action conjointe sur un autre gène présent dans le génome d'une autre espèce et auquel on ne pouvait pas penser. Donc, faire des expériences très bien, mais certainement pas en plein champ tout de suite. D'abord, vérifier ce que ça donne, le faire en laboratoire clos, etc. Pour conclure, je dirais qu'il est évident que tout cela sera beaucoup moins dangereux et effrayant lorsque la science fondamentale aura compris comment fonctionne l'ADN.
Je veux dire, comment interagissent les gènes entre eux. Ça avance, les progrès sont là, mais c'est tellement complexe. Ce sont des milliards de bases à étudier que, véritablement, on peut dire qu'on en est un petit peu comme des hommes préhistoriques qui essaieraient de lire un traité de physique nucléaire. Je crois que la comparaison dit bien les choses. Il y a un langage dans l'ADN qu'on ne maîtrise pas du tout. On prend des blocs qu'on considère comme étant le gène qui correspond à ce qu'on cherche, on l'implante où on peut, et puis on regarde ce que ça donne. C'est vraiment empirique pour le moment, d'où l'inquiétude légitime des partis écologistes. Voilà, je m'arrête là, et la prochaine vidéo sera consacrée aux OGM concernant la vie animale.